Lors de son diplôme, mon frère a eu 40% des parts et le poste de PDG. À mon tour, mon père a ignoré ma réussite. Je suis parti sans un mot et ne suis jamais revenu. Un mois dernier, il a enfin demandé pourquoi. La salle à manger privée du restaurant de steakhouse du centre-ville était conçue pour vous faire sentir important. Les murs étaient tapissés de bois d'acajou foncé. L'éclairage était tamisé d'une lueur ambrée chaude, et les lourds rideaux de velours masquaient la réalité bruyante des rues de la ville. L'air sentait le bœuf de première qualité vieilli et coûteux, le beurre à l'ail rôti, et le parfum floral signature étouffant et lourd de ma mère, Laureline. C'était le genre d'établissement où un seul steak de faux filet coûtait 85 $ et où les serveurs se déplaçaient autour des tables comme des ombres silencieuses dans des chemises blanches impeccables et parfaitement repassées. Nous étions censés célébrer une double étape ce soir. C'était la raison officielle de la réservation. Je venais d'obtenir mon baccalauréat en immobilier commercial après 6 années brutales et éprouvantes passées à suivre des cours du soir tout en travaillant à temps plein. Mon frère aîné, Dorian, venait de terminer sa maîtrise en administration des affaires. 2 fils, 2 diplômes, une célébration. Mais alors que j'étais assis à l'extrémité de la longue table en chêne, juste à côté des portes battantes de la cuisine par lesquelles les serveurs s'engouffraient, je savais exactement pour qui ce dîner extravagant était vraiment organisé. Il n'a jamais été question de nous. Il n'a toujours été question que de lui. Mon père Thaddée était assis en bout de table, comme un monarque tenant sa cour. Il portait un costume en charbon de bois sur mesure qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il a tapé sa lourde cuillère en argent sterling contre son verre d'eau en cristal, exigeant l'attention indivise de toute la pièce. Les bavardages se sont éteints instantanément. Il s'est levé, a ajusté sa cravate en soie et s'est éclairci la gorge avec un air d'autorité exercée. Il a regardé Dorian avec un niveau de fierté rayonnante et d'adoration inébranlable que je n'avais jamais connu en 30 ans d'existence. La famille est un empire, a commencé mon père, sa voix profonde résonnant sur les murs lambrissés. Et tout empire a besoin d'un roi visionnaire fort pour le mener vers l'avenir. Dorian, tu as fait preuve d'une vision formidable. Tu as le sang d'un leader qui coule dans tes veines. Tu as passé ta vie entière à te préparer à ce moment. Et ce soir, je quitte mon poste pour m'assurer que tu aies le trône que tu mérites si justement. J'ai observé, sidéré et silencieux, mon père tendre la main vers sa coûteuse mallette en cuir et en retirer un épais dossier juridique bleu. Il a posé sa main dessus, le retenant pour une pause dramatique avant de le faire glisser sur la nappe en lin blanc immaculé vers mon frère. À l'intérieur de ce dossier, a poursuivi Thaddée, un large sourire triomphant se dessinant sur son visage, se trouve le transfert légal de 40% des parts de notre entreprise de distribution industrielle. Avec cela, et avec effet immédiat, tu es le nouveau directeur général. Les mots m'ont frappé comme un coup physique à la poitrine. J'ai senti l'air quitter mes poumons. 40% des parts, le titre de PDG. Mon frère, qui n'avait jamais travaillé un seul jour éreintant sur le plancher de l'entrepôt, qui avait passé toute la vingtaine à échouer en montant en grade tout en vivant entièrement au crochet de mon père, venait de recevoir les clés de tout le royaume. Il n'avait jamais conduit un chariot élévateur. Il n'avait jamais négocié un contrat de fournisseur. Il avait juste traversé une école de commerce trop chère, et maintenant il était le roi. Dorian a gonflé la poitrine, l'air incroyablement suffisant et satisfait de lui-même. Il a ramassé le dossier bleu comme si c'était une relique sacrée. À côté de lui, sa fiancée Bérénice a poussé un cri aigu qui m'a fait tinter les oreilles. Elle a jeté ses bras autour du cou de Dorian, ses doigts manucurés arborant une énorme bague en diamant, agissant déjà comme l'intouchable première dame d'une dynastie d'entreprise. Ma mère, Laureline, a applaudi, des larmes de joie profonde coulant sur son visage alors qu'elle prenait d'innombrables photos avec son téléphone. Et puis il y avait moi. J'étais assis dans l'ombre près de la porte de la cuisine, tenant dans mon esprit un morceau de papier qui me semblait soudainement totalement inutile. Mon diplôme, le diplôme pour lequel j'avais saigné, le diplôme pour lequel j'avais sacrifié ma jeunesse, mon sommeil et ma santé mentale pour l'obtenir sans leur demander un seul sou. Ma tante Rosaline, la sœur aînée de mon père, était la seule personne assise à cette table qui semblait remarquer l'énorme éléphant suffocant dans la pièce. Rosaline était une femme dure et pratique qui détestait le faux drame familial glamour que mes parents aimaient projeter au monde. Elle a posé son verre de vin en cristal avec un bruit sec et lourd qui a coupé le joyeux brouhaha. Thaddée, a dit Rosaline, sa voix tranchante et inflexible. Et Calix? Ne vient-il pas de obtenir son diplôme avec mention?
Il a travaillé à temps plein pendant 6 ans pour obtenir ce diplôme en immobilier. Il a payé ses propres frais. N'avons-nous pas un toast pour lui ce soir? Toute la table est devenue silencieuse. L'air chaleureux et festif est devenu instantanément glacial. On aurait pu entendre une mouche voler. Bérénice a roulé des yeux de manière dramatique, laissant échapper un soupir bruyant et exagéré comme si ma simple existence était un terrible inconvénient pour sa soirée. Ma mère a offert un rire nerveux et aigu, essayant frénétiquement de balayer l'inconfortable vérité sous le tapis le plus proche comme elle le faisait toujours. Mon père a cessé de sourire. Il a lentement tourné la tête et m'a regardé au bout de la longue table. Ses yeux étaient entièrement vides. Ils étaient dépourvus de toute chaleur, de toute fierté ou de toute reconnaissance. Il m'a regardé comme si j'étais un étranger confus qui s'était accidentellement égaré dans sa fête privée exclusive. « Oh, c'est vrai », a dit Thaddée, agitant vaguement la main dans ma direction sans même établir un contact visuel approprié. « Bon travail, Calix. » Quoi qu'il en soit, il a immédiatement claqué des doigts vers un serveur qui passait, ignorant instantanément mes 6 années de sang, de sueur et de larmes comme une idée après coup. « Voyons le menu des desserts », a commandé mon père d'une voix forte. Je pense que nous avons besoin de gâteaux lave pour célébrer notre nouveau PDG. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la lourde table en chêne. Je n'ai pas jeté mon verre d'eau glacée à la figure. Je suis resté assis là sous la lourde nappe en lin. Mes mains serraient ma fourchette en argent si fort que mes phalanges sont devenues d'un blanc pur. Les bords émoussés du métal s'enfonçaient profondément dans mes paumes. Mais j'ai accueilli la douleur physique parce que c'était la seule chose qui me maintenait ancré à la réalité. À côté de moi, ma petite amie Solène a tendu la main sous la table et a attrapé mon genou. Ses mains ont serré ma jambe avec une intensité protectrice désespérée. Ses yeux étaient grands ouverts, brûlants de fureur pour moi. Je suis resté assis là pendant exactement 1 heure de plus. Je les ai regardés manger leur gâteau au chocolat riche et décadent. J'ai forcé ma bouche à former une ligne serrée. J'ai souri faiblement quand on me parlait, ce qui était rare. J'ai bu mon eau. J'ai regardé ma famille adorer l'enfant doré tout en me traitant comme un parasite gênant. Lorsque les assiettes ont finalement été débarrassées et que les tickets de voiturier ont été distribués, je me suis levé. Je leur ai dit calmement que j'avais un quart de travail tôt le matin, j'ai payé mon propre repas en espèces et je suis sorti dans la nuit glaciale. Quand j'ai franchi ces lourdes portes en chêne, l'air hivernal vif m'a frappé le visage comme un seau d'eau glacée. Je ne le savais pas à ce moment précis, mais m'éloigner de cette table était le tout premier pas pour démanteler leur empire entier. Mais comment une famille en est-elle arrivée là? Qu'est-ce qui pousse un père à traiter un fils comme un roi et l'autre comme un fantôme? Pour vraiment comprendre l'ampleur du manque de respect que j'ai enduré dans ce steakhouse, vous devez marcher avec moi à travers le musée de la douleur qu'a été mon enfance. Cette dynamique familiale toxique n'est pas apparue miraculeusement sur une assiette de bœuf de première qualité. Ce fut une vie de choix délibérés et calculés. J'étais l'enfant invisible. Chaque fois que quelque chose tournait mal, j'étais le bouc émissaire désigné. Chaque fois que quelque chose tournait bien, Dorian s'en attribuait la gloire par magie. Revenons à mes 18 ans. J'avais passé toute ma carrière de lycéen à travailler 3 emplois à temps partiel épuisants. Alors que Dorian partait en coûteuses retraites estivales, participait à des camps sportifs d'élite et conduisait une berline de luxe que mes parents lui avaient achetée, je balayais les sols sales d'une épicerie locale. Je lavais la vaisselle grasse dans un restaurant routier jusqu'à minuit. J'ai passé mes hivers glacials en Ohio à charger des camions de marchandises dans un entrepôt local de minuit à 4 heures du matin. J'ai économisé chaque dollar, chaque centime, parce que je voulais désespérément aller dans une bonne université et construire ma propre vie. Mais je pensais aussi avoir un filet de sécurité. Quand mes grands-parents sont décédés, ils ont laissé un fonds fiduciaire universitaire dédié pour nous deux. Chaque compte avait exactement 60 000 $. C'était inébranlable. C'était censé garantir notre éducation et nous donner un bon départ dans la vie. 3 semaines avant le début de ma première année de collège, je me suis rendu à la succursale locale de la banque pour vérifier mon solde final et organiser le virement bancaire des frais de scolarité. J'ai remis ma carte d'identité à la caissière. Elle a tapé sur son clavier, a regardé son écran, a froncé les sourcils profondément, puis m'a regardé avec pitié dans les yeux. Elle m'a dit que mon compte était vide. Les 60 000 $ avaient disparu. Le solde était nul. Je suis rentré chez moi si vite que mes mains tremblaient violemment sur le volant.
J'ai défoncé les portes d'entrée de ma maison et j'ai marché directement dans le bureau de mon père. Mon cœur battait si fort dans ma gorge que je pouvais à peine respirer. J'étais terrifié que quelqu'un ait volé mon identité ou qu'il y ait eu une erreur bancaire massive. Thaddée n'a même pas levé les yeux de ses papiers quand j'ai claqué le relevé bancaire sur son bureau. Quand j'ai exigé de savoir où était passé mon argent, sa réaction m'a glacé jusqu'aux os. Il s'est tranquillement penché en arrière dans sa coûteuse chaise en cuir, a enlevé ses lunettes de lecture et m'a regardé droit dans les yeux sans une once de culpabilité. Dorian avait besoin de capitaux pour sa nouvelle start-up, a dit mon père, sa voix terrifiante de calme et de fermeté. La famille doit aider la famille. Calix, ton frère a une idée brillante pour une entreprise d'importation de montres de luxe. C'est une opportunité unique et il avait besoin d'un capital de démarrage. Tu es intelligent. Tu es un travailleur acharné. Tu peux juste contracter des prêts étudiants. Tu t'en sortiras. Il avait falsifié ma signature. Il avait vidé tout mon avenir pour financer une fantaisie éphémère pour l'enfant doré. La brillante start-up de Dorian a échoué en exactement 6 mois. Il a dilapidé mes $60 000 de fonds universitaires en mobilier de bureau moderne et élégant, en soirée de lancement absurdement coûteuse dans des boîtes de nuit du centre-ville et en une voiture de sport d'entreprise louée qu'il a percutée contre un lampadaire 3 semaines après avoir eu les clés. Lorsque l'entreprise a officiellement fait faillite, personne ne l'a blâmé. Personne ne l'a tenu responsable d'avoir brûlé mon argent. Ma mère, Laureline, lui a tapoté le dos, lui a préparé son dîner rôti préféré et a dit qu'il apprenait simplement les dures réalités du monde des affaires. Pendant ce temps, j'étais obligé de travailler des doubles quarts de nuit dans un entrepôt de distribution glaciale juste pour payer mon loyer et me permettre des crédits universitaires, un seul semestre à la fois. Le favoritisme était une maladie insidieuse et rampante qui rongeait chaque branche de notre arbre généalogique. Quelques années plus tard, à 24 ans, je commençais enfin à me forger une petite réputation respectable en tant que jeune courtier en immobilier commercial. J'avais passé 6 mois angoissants à entretenir une relation professionnelle délicate avec un client important. C'était un homme âgé qui possédait une chaîne lucrative d'usines de fabrication dans le Midwest. J'avais invité ce client crucial et sa femme à un gala de charité local où ma famille était également présente. C'était censé être une introduction décontractée et élégante, une chance de montrer à mon client que je venais d'un milieu stable, respectable et honnête. Dorian s'est présenté à l'événement de charité ivre. Pas seulement un peu pompette par le vin, mais agressivement, follement, incontrôlablement ivre. Il a acculé mon client près du bar ouvert. Il a insulté le modèle commercial de l'homme assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Il s'est moqué de l'accent régional du client, a essayé de draguer sa femme et a fini par trébucher, faisant tomber un lourd plateau d'argent de verre de champagne sur le coûteux costume sur mesure du client. Le lundi matin, le client avait bloqué mon numéro de téléphone. Son assistante a envoyé un bref email annulant un accord immobilier massif qui m'aurait rapporté une commission suffisamment importante pour éponger toutes mes lourdes dettes étudiantes. J'étais dévasté. Je suis allé chez mes parents ce soir-là, tremblant de rage pure et incontrôlable, exigeant que Dorian s'excuse auprès du client et prenne la responsabilité d'avoir ruiné une étape majeure de ma carrière. Ma mère, Laureline, s'est physiquement interposée entre nous dans le salon, protégeant Dorian comme s'il était un nourrisson fragile. Calix, arrête d'être si dramatique, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de cette condescendance familière et écœurante. Ton frère est sous tellement de pression avec ses candidatures à l'école de commerce en ce moment. Il avait juste besoin de se défouler. Arrête d'être si vindicatif pour une petite erreur. Tu rends toujours les choses si incroyablement difficiles pour tout le monde dans cette maison. C'était le récit. J'étais le difficile. J'étais celui qui tenait rancune. Si Dorian cassait quelque chose, c'était une erreur innocente. Si je saignais des pieds à cause du verre brisé, je détruisais délibérément la pièce de la famille. J'ai appris à ravaler ma colère. Je l'ai enfoncée profondément dans mon estomac jusqu'à ce qu'elle se durcisse en une pierre froide et lourde. Je suis devenu farouchement indépendant, travaillant dans l'ombre, déterminé à construire mon propre succès sans la moindre aide de leur part. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un fantôme dans votre propre maison? Avez-vous déjà eu l'impression de pouvoir disparaître dans l'air et que votre famille ne le remarquerait que si la poubelle n'était pas sortie? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous car ce qui s'est passé le matin après le dîner de remise des diplômes est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le matin après le désastreux dîner de remise des diplômes, je me suis réveillé dans mon petit appartement avec un mal de tête massif et lancinant.
La trahison de la veille brûlait encore férocement dans ma poitrine, mais j'ai essayé de la repousser. Je devais retourner chez mes parents une dernière fois. J'avais besoin d'emballer quelques cartons restants de lourds manteaux d'hiver et de vieux manuels universitaires que j'avais laissés dans leur débarras au sous-sol. Solène a insisté pour m'accompagner. Elle savait à quel point l'environnement pouvait être incroyablement toxique et volatile, et elle a catégoriquement refusé de me laisser les affronter seul à nouveau. Quand nous avons franchi les grandes portes doubles de leur maison de banlieue, l'endroit était étrangement calme. Je me suis dirigé directement vers la cuisine pour prendre un verre d'eau du robinet avant de faire le trajet jusqu'au sous-sol poussiéreux. C'est là que je l'ai vu, le coup de grâce. L'après-midi avant le dîner de remise des diplômes, j'avais fièrement apporté mon baccalauréat à la maison. C'était un beau et épais morceau de papier parcheminé enfermé dans un classeur en cuir de première qualité. Je l'avais laissé reposer sur l'immense îlot de cuisine en marbre, espérant follement, pathétiquement, que peut-être, juste peut-être, mon père le verrait à la lumière du matin et ressentirait une minuscule parcelle de fierté authentique pour son plus jeune fils. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon diplôme posé à plat sur le comptoir froid en marbre, entièrement sorti de sa protection en cuir, et posé en plein centre du lourd papier parcheminé de couleur crème, directement sur le seau complexe en or estampé de l'université. Un verre de vin rouge bon marché à moitié vide et suant. Ma mère, Laureline, était assise tranquillement dans le coin repas, à quelques mètres de là, sirotant son café et feuilletant distraitement un catalogue de mode sur sa tablette. Elle avait utilisé mon diplôme universitaire, le seul morceau de papier qui m'avait coûté 6 années brutales de sommeil, des dizaines de milliers de dollars de dettes et des nuits interminables d'épuisement pur. Elle l'avait utilisé comme un simple sous-verre. Un anneau violet foncé et disgracieux de vin renversé s'était infiltré profondément dans le papier poreux, tachant de manière permanente le seau en feuilles d'or et brouillant l'encre de mon nom. Je suis resté là, figé. J'entendais le sang affluer violemment dans mes oreilles, ressemblant à un océan rugissant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le lourd verre de vin contre les murs blancs immaculés. J'ai lentement marché jusqu'à l'îlot de cuisine, j'ai pris le verre et je l'ai posé délicatement sur le marbre. J'ai ramassé mon diplôme ruiné. Le papier était humide, gondolé et collant. Laureline a enfin levé les yeux de son catalogue numérique. « Oh, Calix » a-t-elle dit, son ton léger et désinvolte, sans la moindre excuse. Je ne savais pas ce qu'était ce papier. Il était juste là à prendre de la place sur mon comptoir propre. N'en fais pas toute une histoire. Tu peux toujours en commander un nouvel exemplaire au bureau de l'école pour quelques dollars. Elle est retournée à son défilement, absolument indifférente au fait qu'elle venait de profaner sans y penser la plus grande réussite de ma vie. Solène, qui se tenait juste derrière moi dans l'embrasure de la cuisine, a laissé échapper un halètement aigu et rauque. Je me suis tourné pour la regarder. Solène avait des larmes de fureur pure et inaltérable brillant dans ses yeux sombres. Elle a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma manche de veste, et m'a tiré avec force vers le couloir. « Tu jettes ton âme dans un broyeur à bois, Calix » a chuchoté Solène avec fureur, sa voix tremblant d'une intense émotion. « Tu les laisses te détruire morceau par morceau, jour après jour. Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi et regarde qui ils sont vraiment. » J'ai regardé le diplôme taché de vin et ruiné dans mes mains tremblantes. L'anneau violet ressemblait exactement à une ecchymose fraîche. Et à cet instant précis, quelque chose a changé en moi. La lourde pierre froide de colère dans mon estomac a finalement cédé. L'enfant désespéré et pathétique en moi qui ne voulait que l'approbation de son père, qui voulait l'amour de sa mère, est finalement mort. À sa place, quelque chose de froid, d'incroyablement aiguisé et de profondément rationnel est né. Je n'ai pas dit un seul mot à ma mère. Je me suis retourné, je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai jeté mon diplôme ruiné sur le siège passager de ma voiture et je suis parti de cette maison pour toujours. Quand nous nous sommes garés sur le parking de mon immeuble, je suis resté assis dans le siège du conducteur pendant un long moment. Le moteur de la voiture ronronnait doucement tandis qu'il refroidissait dans l'air du matin. J'ai sorti mon smartphone de ma poche. J'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai cliqué sur Tadé. Supprimer le contact. Bloquer le numéro. J'ai cliqué sur Laureline. Supprimer le contact. Bloquer le numéro. J'ai cliqué sur Dorian. Supprimer le contact. Bloquer le numéro. J'ai bloqué Bérénice. J'ai bloqué le téléphone fixe de la maison. J'ai bloqué leurs adresses e-mail.
J'ai coupé tous les liens numériques et émotionnels avec ma famille toxique, là, sur le parking en béton. J'ai disparu de leur vie sans un avertissement, sans une scène de cri dramatique. Et sans un seul regard en arrière, j'ai disparu dans l'ombre. Mais je ne me cachais pas pour lécher mes plaies comme un chien battu. J'entrais dans l'obscurité pour forger tranquillement une guillotine. Si vous suivez mon parcours et êtes prêts pour la vengeance ultime, laissez les mots « Je suis vainqueur » dans les commentaires ci-dessous. C'est le code secret pour mes vrais auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec cette phrase. Merci de votre soutien. Maintenant, construisons le piège. 3 mois complets et ininterrompus se sont écoulés. Le silence qui émanait du côté de la ville où vivait ma famille était assourdissant. Si vous voulez vraiment savoir à quel point vous comptez peu pour un groupe de narcissiques, arrêtez simplement de les contacter. Ils ne vous poursuivront pas. Ils ne se rendront pas à votre appartement pour vérifier si vous respirez encore. Ils ne se soucient que du public que vous offrez à leurs grandes pièces délirantes. Je n'ai pas reçu un seul message vocal d'un numéro bloqué. Je n'ai pas reçu de lettre par la poste. Le seul écho lointain et pathétique que j'ai entendu de leur monde est venu d'un ami commun qui m'a montré un message de groupe de Bérénice. Elle se plaignait agressivement à son cercle social à quel point il était incroyablement stressant de choisir la nuance parfaite de rideau gris charbon pour le nouveau bureau de PDG de Dorian. Ils jouaient aux entreprises, se prélassant dans leur fausse royauté pendant que je posais les fondations d'une véritable forteresse. J'ai déversé 100% de ma douleur, de ma rage et de mon énergie implacable dans mon travail de courtier en immobilier commercial. J'ai cessé de me soucier d'être poli ou accommodant dans les négociations. Je suis devenu une machine absolue. J'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai sauté des déjeuners pour lire des contrats. J'ai analysé des lois de zonage municipales obscures jusqu'à ce que mes yeux brûlent et se brouillent. J'étais affamé, vicieux et entièrement concentré sur l'accumulation de pouvoir réel et tangible. Ma détermination acharnée, presque terrifiante, a finalement attiré l'attention d'un homme nommé Gatien. Gatien était une légende vivante dans l'industrie régionale de la logistique et de l'immobilier commercial. C'était un milliardaire autodidacte de 68 ans qui avait construit de vastes réseaux de chaînes d'approvisionnement à partir de zéro dans les années 1980. Il portait des costumes simples, parfaitement coupés, buvait du café noir sans sucre et avait un regard perçant qui pouvait traverser l'acier massif. Il recherchait activement un jeune courtier agressif pour l'aider à développer agressivement son portefeuille immobilier. Il ne se souciait pas de qui était mon père. Il ne se souciait pas de mon pédigré familial ou des adhésions à des clubs de golf. Il ne se souciait que de l'intelligence brute et des résultats. Un mardi après-midi pluvieux, Gatien m'a appelé dans son immense bureau attique surplombant la skyline du centre-ville. La pièce sentait l'acajou riche et le cuir vieilli. Il a jeté un dossier de zonage municipal épais et incroyablement complexe sur son bureau. C'était un immense terrain commercial situé près de la rivière que 3 de ses analystes seniors et très bien payés essayaient de démêler depuis plus d'une semaine sans succès. « Dis-moi si cette terre vaut réellement mon argent, Calix », a exigé Gatien, pointant un doigt épais vers le dossier. « Tu as jusqu'à demain matin. Ne me fais pas perdre mon temps. » J'ai pris le dossier. Je n'ai pas dormi une seule minute cette nuit-là. J'étais assis à ma petite table de cuisine entourée de papiers éparpillés, Solène m'apportant d'interminables tasses de café fort. J'ai recoupé des réglementations environnementales obscures, fouillé des registres fiscaux historiques des années 1970 et analysé des lois de transport local. À 3 heures du matin, je l'ai trouvé. J'ai découvert une énorme faille légale enterrée concernant une servitude ferroviaire désaffectée qui permettrait à Gatien de redessiner légalement le terrain pour un usage industriel lourd, doublant instantanément sa valeur marchande. Dès que l'encre a séché sur l'acte, lorsque je lui ai présenté les résultats le lendemain matin, Gatien a lu mon rapport détaillé en un silence total et ininterrompu. Il a fermé le dossier en carton, s'est lourdement appuyé sur sa chaise en cuir et a étudié mon visage pendant un long moment. « Tu ne travailles pas pour un salaire, Calix », a dit Gatien, sa voix grave et rauque résonnant dans le bureau silencieux. « Tu travailles comme si quelqu'un te tenait un couteau acéré à la gorge. Tu travailles comme un homme qui essaie de distancer une ombre très sombre. Je ne sais pas qui tu essaies de détruire et franchement je m'en fiche, mais j'aime ta faim. Je te veux comme partenaire stratégique. » Juste comme ça, mon monde entier a basculé. Je n'étais plus un jeune courtier luttant pour des miettes. J'avais le soutien direct d'un milliardaire, des capitaux massifs à portée de main et un esprit terrifiant de finesse aiguisée pour la guerre.
J'étais armé. J'étais prêt. Il ne me manquait plus qu'une cible parfaite pour se présenter. L'univers a une façon profondément ironique, presque poétique, de rendre justice. Il suffit d'être suffisamment patient et intelligent pour reconnaître l'occasion en or lorsqu'elle se présente directement sur votre bureau. 6 mois après le début de mon partenariat lucratif avec Gatien, je menais une analyse algorithmique profonde et complexe de propriétés industrielles hors marché. Nous recherchions spécifiquement des centres logistiques vieillissants et sous-évalués à la périphérie de la ville pour les ajouter à notre portefeuille croissant. Je défilais machinalement des pages de données municipales ennuyeuses, de codes fiscaux et de dimensions de terrain lorsqu'une adresse spécifique a sauté de l'écran lumineux et m'a frappé en plein visage. Centre de distribution Ironwood. Mon souffle s'est coupé brusquement. Mon cœur s'est mis à marteler agressivement contre mes côtes, envoyant une poussée d'adrénaline dans mes veines. Je me suis penché plus près de l'écran, mes yeux balayant rapidement les lignes de propriété, la superficie et les spécifications du bâtiment. C'était un complexe industriel tentaculaire de 15 hectares entouré de lourdes clôtures en acier. Plus important encore, c'était l'emplacement exact de l'entrepôt central d'exploitation de la société de distribution de mon père. Je connaissais ce bâtiment intimement. L'ensemble du modèle commercial fragile de mon père reposait exclusivement sur cette immense installation pour stocker en toute sécurité des milliers de tonnes de machines et de pièces industrielles lourdes. Sans cela, il ne pourrait pas fonctionner un seul jour. J'ai commencé à fouiller frénétiquement les archives numériques. Mes doigts volaient sur le clavier alors que je consultais les évaluations fiscales publiques, les études environnementales et l'historique des titres de propriété. Les propriétaires actuels, un groupe immobilier vieillissant et désorganisé, liquidaient discrètement leurs actifs physiques. Ils essayaient de vendre le centre de distribution Ironwood entièrement hors du marché public pour 18 500 000 $. Mais le véritable choc, qui a ébranlé la terre entière, est survenu lorsque j'ai réussi à obtenir les contrats de bail commercial. La société de mon père louait l'installation depuis 10 ans à un taux stupéfiant. Il payait 50% en dessous de la valeur marchande régionale actuelle. Les anciens propriétaires avaient été des propriétaires paresseux et négligents, et n'avaient jamais pris la peine d'ajuster le loyer à l'inflation ou à la demande régionale croissante. Je n'ai pas arrêté mon enquête là. J'ai utilisé mon accès de haut niveau à l'industrie pour effectuer une plongée approfondie et complète sur les dépôts de crédit commercial et la structure de la dette d'entreprise de l'entreprise de mon père. Ce que j'ai trouvé m'a fait éclater d'un rire froid, sombre et sans humour qui a résonné bruyamment dans mon bureau vide. Le grand empire familial n'était qu'une illusion pathétique et complète. Malgré leur posture arrogante, malgré les dîners sophistiqués et les costumes sur mesure, l'entreprise était noyée dans l'encre rouge. Ils avaient 3 200 000 $ de dettes d'entreprise toxiques et à taux d'intérêt élevés. Ils perdaient de l'argent chaque trimestre. Le salaire massif de nouveau PDG de Dorian, ses comptes de dépenses ridicules et ses terribles décisions de gestion coulaient rapidement le navire plus vite que quiconque ne le réalisait. Et le détail le plus pathétique et le plus écœurant de tous, pour s'offrir le style de vie somptueux de Dorian, pour lui acheter ses 40% de parts, et pour maintenir l'entreprise défaillante à flot, mon père, Thaddée, avait secrètement contracté une deuxième hypothèque de 2 millions de $ sur notre maison résidentielle familiale. La belle maison de banlieue que ma mère aimait tant était hypothéquée à bloc pour payer le faux succès de l'enfant doré. Si leur bail incroyablement bon marché et sous-évalué au centre Ironwood expirait un jour, et qu'ils étaient obligés de payer les taux du marché actuel, le fragile château de cartes s'effondrerait. L'entreprise ferait défaut sur leurs énormes prêts commerciaux dans les 60 jours. La banque saisirait l'entreprise. La banque saisirait la maison. Il perdrait absolument tout. Gatien est entré dans mon bureau quelques minutes plus tard, tenant sa tasse de café noir. Il m'a vu regarder intensément l'écran de l'ordinateur, ma posture rigide, un sourire terrifiant, calme et froid plaqué sur mon visage. On dirait un loup affamé regardant un troupeau de moutons très gras et très aveugles, a noté Gatien, posant sa tasse de café sur le bord de mon bureau. Que as-tu trouvé exactement dans les données, Calix ? J'ai tourné le lourd moniteur pour qu'il puisse clairement voir l'écran. J'ai pointé la carte de la propriété Ironwood. L'emplacement est excellent. L'accès à l'autoroute est impeccable. La superficie est massive. Et les locataires actuels soupaient de moitié. Le vendeur veut une transaction rapide et discrète pour éviter une longue mise en vente publique. Gatien a levé un sourcil épais et blanc, visiblement intrigué. Et que veux-tu faire de ces informations spécifiques, Calix ?
J'ai regardé mon mentor droit dans les yeux, sentant tout le poids de mon passé se dissoudre en un pouvoir pur et inaltérable. Nous allons tout acheter, Gatien. Chaque centimètre. Nous nous sommes déplacés plus vite et plus silencieusement qu'une ombre dans la nuit. Gatien a fourni l'immense capital financier sans hésitation, et j'ai fait tout le gros du travail. Nous avons formé une société écran anonyme pour garder nos véritables identités complètement cachées du domaine public et de tout regard indiscret. Nous l'avons nommé Obsidian Holdings. Pendant 3 semaines, j'ai pratiquement vécu dans mon bureau. J'ai rédigé d'innombrables contrats juridiques blindés. J'ai négocié les détails brutaux et épuisants de l'acquisition de 18 500 000 $ avec le groupe de propriétaires vieillissants. J'ai organisé des virements bancaires massifs et intraçables via des comptes séquestres sécurisés. Nous déplacions une montagne d'argent sans faire la moindre vague dans la communauté d'affaires locale. En plein milieu de cette négociation d'entreprise intense et à enjeux élevés, le destin m'a remis une autre arme incroyable, presque comique. Je prenais une rare pause café de 5 minutes, me frottant les yeux fatigués quand j'ai décidé de vérifier mon compte de réseau social anonyme. J'ai recherché le profil public de Dorian juste pour voir ce que le grand PDG faisait. Il venait de publier une toute nouvelle vidéo. Dans la vidéo, Dorian se tenait en plein milieu du sol de l'entrepôt Ironwood. Il portait un costume sur mesure ridiculement cher, appuyé nonchalamment contre une Porsche Panamera noire, neuve et élégante. Je savais que le bail corporatif de cette voiture coûtait au moins 150 000 $. En arrière-plan de la photo, des ouvriers d'entrepôt épuisés déplaçaient de lourdes et dangereuses palettes de machines. Dorian a souri avec arrogance à la caméra de son téléphone. Avantages sociaux, s'est-il vanté, tapotant le capot brillant de la voiture de luxe. Quand on construit un empire à partir de rien, on peut conduire les joyaux de la couronne. Travailler plus dur, les paysans. Il avait garé un véhicule de luxe hautement inflammable dans une zone de chargement industriel active, juste à côté de machines lourdes, entouré d'ouvriers sans périmètre de dégagement approprié. C'était une violation massive, indéniable et fortement documentée des réglementations d'État en matière de sécurité au travail. J'ai téléchargé la vidéo haute définition instantanément. Je ne l'ai pas envoyée à ma famille. Je n'ai pas laissé de commentaires désagréables. J'ai envoyé le fichier vidéo directement à l'équipe juridique du groupe immobilier vieillissant qui possédait actuellement la propriété Ironwood. J'ai inclus une note polie, d'une froideur glaçante, du département juridique d'Obsidian Holdings. J'ai simplement fait remarquer que leurs locataires actuels documentaient ouvertement de graves violations de sécurité qui pourraient rendre les propriétaires personnellement responsables de millions d'amendes et de poursuites potentielles. La panique des vendeurs a été immédiate et glorieuse. Les anciens propriétaires étaient terrifiés. Ils étaient désespérés de se débarrasser de cette responsabilité avant qu'un inspecteur d'État ne voie les images. En 48 heures, ils ont baissé le prix demandé de manière significative juste pour conclure l'affaire, et ils ont accéléré les documents de clôture finaux pour finaliser la vente immédiatement. Le besoin arrogant et désespéré de Dorian d'exhiber sa fausse richesse sur Internet avait littéralement accéléré l'achat légal du sol même sur lequel il posait ses chaussures en cuir coûteuses. À la fin du mois, l'encre du contrat final était sèche. Obsidian Holdings était officiellement propriétaire légal du centre de distribution Ironwood. Je me tenais dans le bureau de Gatien, regardant la vaste skyline de la ville alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres oranges sur les bâtiments de verre. Gatien a versé 2 verres de scotch vieilli incroyablement cher. Il m'en a tendu un verre de cristal lourd et l'a cogné contre le mien. Félicitations, Calix, a dit Gatien, un sourire fier et dangereux sur son visage buriné. Vous êtes officiellement un grand propriétaire commercial. Vous possédez le sol sur lequel il marche. Quelle est votre première priorité? J'ai pris une gorgée lente et délibérée du liquide ambré brûlant. J'ai regardé l'immense ville s'étendant en dessous de nous. J'ai pensé au fonds universitaire volé. J'ai pensé à l'accord immobilier ruiné. J'ai pensé à la tâche de vin marquant de façon permanente mon diplôme universitaire et au menu des desserts lors du dîner de remise des diplômes. Je ne suis pas seulement un propriétaire, Gatien, ai-je dit doucement, sentant la réalité froide et dure de mon nouveau pouvoir terrifiant s'installer profondément dans mes os. Je suis l'architecte de leur jugement, et leur bail expire dans exactement 60 jours. 14 mois complets et épuisants s'étaient écoulés depuis la nuit de ce dîner humiliant au steakhouse du centre-ville. Pendant plus d'1 an, j'avais existé entièrement comme un fantôme pour mes propres parents. J'avais déversé chaque once de ma colère,
de mon chagrin et de mon ambition féroce dans la construction d'un empire indéniable et imposant. Je n'étais plus l'enfant épuisé et négligé assis près des portes de la cuisine, mendiant silencieusement une miette de validation au bout d'une longue table en chêne. J'étais un partenaire stratégique d'un milliardaire. J'étais un homme qui déplaçait des millions de dollars avant même que mon café du matin n'ait eu le temps de refroidir. Et plus important encore, j'étais le seul propriétaire légal du centre de distribution Ironwood. Le piège était parfaitement tendu. Les lourdes mâchoires d'acier étaient ouvertes, cachées juste sous la surface de leur réalité fragile et illusoire. Tout ce que j'avais à faire était de m'asseoir et d'attendre que le temps s'écoule. Le bail commercial original de 10 ans pour l'immense entrepôt devait officiellement expirer dans exactement 60 jours. Je savais, d'après l'examen de leurs documents d'audit interne, que mon père et Dorian étaient extrêmement confiants quant au processus de renouvellement de bail à venir. Ils avaient payé le même loyer gravement sous-évalué pendant une décennie entière. Mon père, dans son ignorance arrogante, supposait que le nouveau groupe de gestion d'Obsidian Holdings se contenterait d'approuver une autre prolongation de 10 ans sans regarder de trop près les chiffres ou la valeur marchande actuelle. Ils avaient désespérément besoin de ce loyer bon marché pour survivre. Sans cela, toute leur fragile marge de profit s'évaporerait du jour au lendemain, les exposant à leur énorme dette d'entreprise. Un lundi matin clair et venteux, exactement 2 mois avant leur date limite, j'étais assis à mon immense bureau en béton poli dans mon bureau d'angle du centre-ville. Je me suis versé une tasse de café noir torréfié, j'ai craqué mes phalanges et j'ai ouvert mon client de messagerie d'entreprise crypté. J'ai rédigé un avis formel et juridiquement contraignant au conseil d'administration de la société de distribution de mon père. Je n'ai pas utilisé mon nom personnel dans le document. L'email provenait directement du service juridique d'Obsidian Holdings, signé uniquement par le conseil d'administration anonyme. Le message était extrêmement simple, douloureusement clair et entièrement dépourvu de toute émotion humaine. Il déclarait formellement que le nouveau groupe de propriétaires avait conclu une analyse de marché approfondie de la propriété Ironwood. En raison de l'augmentation des impôts fonciers, de l'inflation et de la demande régionale croissante d'espaces industriels lourds, les conditions de bail actuelles ne seraient en aucun cas renouvelées. S'ils souhaitaient rester sur les lieux, ils devraient signer un tout nouvel accord avec une augmentation obligatoire de 50% de leur loyer mensuel pour correspondre au prix de référence actuel du marché. S'ils n'acceptaient pas les nouvelles conditions financières, ils avaient exactement 30 jours pour quitter l'installation de 15 hectares et retirer tout leur équipement industriel lourd des lieux. J'ai lu l'email 2 fois, m'assurant que chaque clause légale était hermétique et à l'épreuve des balles. J'ai vérifié l'orthographe, la mise en forme et les documents PDF joints. Puis j'ai cliqué sur Envoyer, me suis adossé à ma chaise ergonomique en cuir et j'ai attendu l'inévitable explosion. Cela n'a pas pris longtemps du tout. En 2 courtes heures, le téléphone de mon bureau a sonné avec une alerte urgente de notre logiciel de gestion immobilière commerciale. La société de mon père avait envoyé 4 emails frénétiques et consécutifs exigeant un appel téléphonique immédiat avec l'équipe de gestion du bâtiment. La panique pure dans leur écriture était palpable. On pouvait pratiquement sentir la sueur couler sur leur clavier alors qu'ils tapaient. Ils ont utilisé des mots comme urgent, sans précédent et catastrophique. Puis est venue la réponse en or. Dorian, se sentant enhardi par son faux titre de PDG et entièrement inconscient de la personne à qui il s'adressait, a envoyé un message incroyablement arrogant directement depuis son adresse email professionnelle. Il a exigé de parler immédiatement au président d'Obsidian Holdings. Il a affirmé qu'une augmentation de loyer de 50% du jour au lendemain était une extorsion littérale. Il a menacé d'impliquer leurs avocats d'entreprise et de traîner notre holding dans la boue devant les tribunaux civils. Il a gonflé la poitrine à travers l'écran, agissant comme s'il était un titan de l'industrie, parlant à un humble commis administratif. Il n'avait aucune idée qu'il envoyait un email menaçant aux frères même qu'il avait traités comme de la saleté toute sa vie. Ce n'était pas de l'extorsion, et ce n'était certainement pas illégal. C'était simplement la juste valeur marchande exacte de la propriété commerciale qu'ils avaient sous-payée pendant une décennie entière. Déplacer leurs machines industrielles massives et lourdes leur coûterait des centaines de milliers de dollars qu'ils n'avaient tout simplement pas en réserve de trésorerie. La logistique seule de la relocalisation de chariots élévateurs spécialisés, d'énormes rayonnages métalliques et de tonnes d'inventaire prendrait des mois. Sans parler de la perturbation catastrophique de toute leur chaîne d'approvisionnement, ce qui leur ferait perdre leurs clients les plus importants et les plus vitaux. Ils étaient piégés. Les murs de béton se refermaient rapidement sur eux, et ils paniquaient comme des rats sur un navire qui coule. Ils ont envoyé d'autres emails tout au long de la semaine,
leur ton passant radicalement de demandes arrogantes à des supplications pour une réunion afin de négocier un compromis. Ils ont plaidé leur longue histoire à cet endroit. Ils ont mentionné leur historique de paiement fiable. Ils ont même essayé de jouer la carte de la sympathie, parlant de la façon dont un déménagement soudain les obligerait à licencier des dizaines d'employés travailleurs juste avant la période des fêtes. J'ai vu les emails arriver avec un sentiment froid et détaché de profonde satisfaction. Je n'ai pas ressenti la moindre once de pitié. J'ai demandé à mon équipe juridique d'envoyer une seule réponse automatisée à leurs demandes désespérées sans fin. Les conditions ne sont pas négociables. Une dernière réunion pour signer le nouveau contrat de location ou pour mettre fin formellement à la location aura lieu vendredi à midi au bureau d'entreprise d'Obsidian Holdings. Veuillez apporter tous les signataires autorisés. Le sablier a été retourné. Le sable s'écoulait plus vite qu'ils ne pouvaient le comprendre. Le désespoir terrifiant pousse les gens arrogants à faire des choses imprévisibles et frénétiques. Lorsque mon père a finalement réalisé que ses emails en colère et les menaces légales vides de Dorian rebondissaient sans danger sur le mur de briques solides d'Obsidian Holdings, la dure réalité de la situation s'est enfin imposée. La pensée de perdre l'entrepôt de distribution centrale signifiait la mort immédiate et irréversible de son entreprise bien-aimée. Cela signifiait la perte de l'énorme deuxième hypothèque qu'il avait secrètement contractée sur sa résidence familiale. Et cela signifiait une ruine financière totale et inéluctable pour toute la famille. Il ne pouvait pas résoudre ce problème avec un discours pompeux à table ou une part de gâteau lave au chocolat. Il ne pouvait pas balayer ce conflit sous le tapis. Alors Thaddée a fait appel à l'artillerie lourde. Il a embauché Callahan. Callahan était un avocat d'entreprise impitoyable de 65 ans qui facturait $1000 de l'heure pour ses services. C'était un homme qui portait des costumes à rayures sur mesure, buvait du scotch importé coûteux et avait une réputation légendaire dans la ville pour trouver les moindres failles juridiques afin de détruire totalement ses adversaires au tribunal. Mon père s'est rendu au bureau de Callahan dans un état de pure panique et l'a pratiquement supplié d'enquêter sur Obsidian Holdings. Il voulait que l'avocat expérimenté découvre exactement qui se cachait derrière cette entité corporative sans visage. Il voulait que Callahan déterre toute saleté cachée, évasion fiscale ou violation de zonage qu'il pourrait utiliser pour forcer une négociation favorable avant vendredi. Ce que mon père ne comprenait pas, et ce que Dorian était bien trop stupide pour réaliser, c'est qu'Obsidian Holdings n'était pas une start-up désordonnée et désorganisée qui naviguait à vue. C'était une forteresse de fer construite par un milliardaire vétéran de la logistique et méticuleusement gérée par un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Il n'y avait pas de saleté à trouver. Il n'y avait pas de documents fiscaux manquants, pas de violation de zonage et pas de vulnérabilité juridique. Callahan, étant le bulldozer professionnel qu'il était, a immédiatement commencé son processus agressif de diligence raisonnable. Il a extrait les registres d'incorporation de l'État, les déclarations de revenus des sociétés, les titres de transfert de propriété commerciale et les permis de zonage municipaux. Il a retracé l'argent à travers divers comptes séquestrés et a recoupé les dirigeants d'entreprises figurant sur le registre d'État. Je savais exactement ce qu'il cherchait parce que ma propre équipe juridique interne a signalé les demandes externes au fur et à mesure qu'elles se produisaient. Je n'ai pas essayé de cacher mon identité ou d'enterrer mon nom derrière des couches infinies de sociétés écrans. J'ai délibérément laissé mon nom légal complet sur le registre principal de l'État en tant qu'actionnaire majoritaire et directeur général. Les documents étaient entièrement légaux, entièrement publics si vous saviez exactement quel registre d'État rechercher, et parfaitement à l'épreuve des balles. Je voulais qu'ils les trouvent. Je voulais qu'ils sachent exactement dans quelle maison ils entraient. Un jeudi après-midi pluvieux, juste 24 heures avant la réunion décisive, Callahan a passé un coup de téléphone fatidique à mon père. Je ne connais les détails exacts, mot pour mot, de cette conversation incroyable que parce que Callahan lui-même me l'a raconté bien plus tard autour d'un verre, lorsque nous nous sommes finalement croisés lors d'un gala immobilier. Callahan était assis dans son bureau d'angle, regardant les documents d'entreprise fraîchement imprimés sur son bureau en acajou, stupéfait par ce qu'il lisait. Il a enlevé ses lunettes de lecture, s'est frotté les yeux fatigués et a décroché son téléphone de bureau pour composer le numéro de portable privé de mon père. Thaddée, avait dit Callahan, sa voix légèrement tremblante d'un rare mélange de pur choc, d'incrédulité et d'une profonde admiration professionnelle. J'ai trouvé les documents de propriété d'Obsidian Holdings. J'ai toute la structure d'entreprise juste devant moi. Mon père avait demandé avec impatience qui étaient les requins d'entreprise avides. Il avait commencé à vociférer bruyamment au téléphone qu'ils allaient poursuivre la société de gestion pour pratiques commerciales déloyales, extorsion et négociation de mauvaise foi. Callahan l'a coupé net.
son ton devenant incroyablement dur et impitoyable. Thaddée, tais-toi et écoute-moi très attentivement. Tu ne vas poursuivre personne. Tu n'as aucune base légale. As-tu la moindre idée de qui tu vas affronter en guerre en ce moment? Mon père était confus. De quoi parles-tu, Callahan? Qui est-ce? Qui dirige cette holding? L'actionnaire majoritaire et le directeur général d'Obsidian Holdings est un homme nommé Calix, a dit Callahan, ses mots tombant comme de lourds plombs à travers le combiné du téléphone. Ton fils, ton plus jeune fils, possède le terrain même sur lequel toute ton entreprise est bâtie. Il a acheté le terrain juste sous ton nez il y a des mois, et il l'a fait brillamment. Un long silence suffocant et agonisant s'est installé à l'autre bout du fil. Callahan pouvait entendre la respiration superficielle de mon père, mais Thaddée ne pouvait pas prononcer un seul mot. Callahan n'a pas retenu son jugement sévère. Il avait toujours trouvé étrange le favoritisme flagrant de mon père envers Dorian, mais maintenant il en voyait le résultat catastrophique et indéniable. Thaddée, a poursuivi Callahan, sa voix dégoulinant de réprimandes professionnelles sévères. Tu as passé la dernière décennie à traiter ce garçon comme un chien errant tout en versant tout ton argent dans les projets de vanité vide de Dorian. Calix ne t'a pas seulement battu sur le marché ouvert. Il t'a déjoué. Il t'a surpassé et il détient maintenant le droit légal de ruiner la fortune de toute ta famille d'un seul trait de plume. Je te retire ma clientèle avec effet immédiat. Tu ne peux pas gagner ça. Que Dieu ait pitié de toi demain à midi car après avoir examiné ce dossier, je doute fort que ton fils te montre la moindre pitié. Vendredi est arrivé. L'horloge a sonné midi. Le ciel à l'extérieur des fenêtres du gratte-ciel du centre-ville était d'un bleu clair, net et absolument impitoyable. Je me tenais dans l'immense salle de conférence vitrée au 45e étage, redressant lentement les revers de mon costume gris anthracite sur mesure. La pièce sentait le cirage en cuir coûteux, l'ozone frais et le destin imminent. Gatien était assis nonchalamment à l'extrémité de la longue table en acajou, sirotant un verre de café noir, un sourire profondément amusé se dessinant sur son visage buriné. Il n'avait pas besoin d'être là pour les négociations. Il était juste là pour regarder le spectacle glorieux se dérouler. Exactement 5 minutes après l'heure, la réceptionniste a sonné mon téléphone pour annoncer leur arrivée. Quelques secondes plus tard, les lourdes portes vitrées de la salle de conférence se sont ouvertes. Mon père, Thaddée, est entré le premier. Il avait l'air entièrement différent du patriarche fier et tonitruant qui avait commandé un menu de dessert pour rejeter mon diplôme universitaire il y a 1 an. Son visage était d'un gris maladif. Ses épaules étaient tombées vers l'avant, et les cernes sous ses yeux lui donnaient l'air de ne pas avoir dormi une seule minute depuis l'appel téléphonique de Callahan. Il ressemblait exactement à un homme marchant vers le bloc du bourreau, traînant les pieds sur le tapis moelleux. Juste derrière lui se trouvait Dorian. Dorian portait l'un de ses costumes de créateur flashy et trop serré. Ses cheveux étaient parfaitement lissés en arrière avec du gel coûteux. Il portait une mallette en cuir incroyablement chère. Il essayait désespérément de projeter l'aura d'un dirigeant puissant et en contrôle, prêt à exiger des réponses. Il m'est immédiatement apparu que mon père avait été trop lâche pour dire la vérité à Dorian sur la personne qu'il rencontrait aujourd'hui. Thaddée ne pouvait se résoudre à briser la fragile réalité de son enfant doré avant la réunion. Dorian est entré dans l'immense pièce, bombant le torse, prêt à crier sur un quelconque responsable d'entreprise sans visage et à exiger le respect. Il a regardé vers le bout de la longue table en bois. Il m'a vu debout. La réaction physique a été instantanée, violente et absolument dramatique. Dorian s'est arrêté net. Ses chaussures en cuir coûteuses ont grincé brusquement sur le parquet poli. Toute la couleur a instantanément fui son visage, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. Sa mâchoire est tombée. Le sang lui a monté à la tête si vite que j'ai sincèrement pensé qu'il pourrait s'évanouir là, sur le tapis. Ses doigts sont devenus complètement mous, perdant toute leur force, et la lourde mallette en cuir lui a échappé des mains. Elle a heurté l'épais tapis tissé avec un bruit sourd et lourd qui a résonné bruyamment dans la pièce silencieuse étendue. Calix, a chuchoté Dorian, sa voix se brisant comme celle d'un enfant terrifié se réveillant d'un cauchemar. Que fais-tu ici? Où est l'équipe de direction? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas montré une seule once de la satisfaction brûlante et rugissante qui inondait actuellement mes veines. Je l'ai simplement regardé avec le professionnalisme froid et détaché d'un prédateur observant sa proie piégée. Veuillez vous asseoir, messieurs, ai-je dit, ma voix douce,
égale et impérieuse, désignant les deux chaises en cuir vides de l'autre côté de l'immense table. Nous avons beaucoup de détails immobiliers commerciaux à discuter et mon temps est extrêmement précieux aujourd'hui. Mon père n'a pas dit un mot. Il a lentement marché vers la chaise et s'est effondré dedans comme une marionnette dont les ficelles venaient d'être coupées. Il m'a regardé, les yeux grands ouverts, brillant d'un mélange de terreur profonde et de regret écrasant. Il a vu le costume sur mesure que je portais. Il a vu ma posture confiante et inébranlable. Il a vu Gatien, le légendaire milliardaire de la logistique, assis tranquillement dans mon coin, soutenant mon jeu. À cet instant précis, mon père a réalisé que le fils qu'il avait constamment rejeté, le fils qu'il avait jugé indigne d'un simple toast de remise de diplôme, était maintenant le maître suprême de son univers. « Assieds-toi, Dorian », ai-je ordonné, ma voix descendant d'une octave, portant le poids d'une autorité absolue. Les jambes de Dorian ont fléchi et il est pratiquement tombé sur la chaise à côté de mon père. Ses yeux furetaient frénétiquement dans la pièce. Incapable de traiter la réalité qui se déroulait devant lui, il a regardé le logo d'Obsidian Holdings sur le mur, puis m'a de nouveau regardé. Si vous appréciez cette histoire et que vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez laisser un commentaire disant « Je suis vainqueur ». C'est le code secret pour mes vrais auditeurs et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec cette phrase. Merci pour votre soutien continu. Maintenant, finissons ce jugement. Dorian n'était pas un homme particulièrement intelligent, mais il était profondément arrogant. Lorsque le choc paralysant initial a commencé à s'estomper, sa panique s'est rapidement transformée en colère défensive et irrationnelle. Il s'est penché, a ramassé sa mallette en cuir du sol avec des mains tremblantes et l'a claquée sur la table en acajou. C'est une sorte de blague perverse et tordue, a claqué Dorian, sa voix forte et stridente, résonnant de manière odieuse sur les parois vitrées de la salle de conférence. Vous ne pouvez pas nous faire ça, Calix. Nous sommes votre famille. Vous ne pouvez pas simplement acheter notre bâtiment, augmenter notre loyer de 50% de nulle part, et nous menacer de nous jeter à la rue. C'est notre gagne-pain. Maman va être malade quand elle entendra ce que vous faites. Vous agissez comme un psychopathe. Il faisait exactement ce qu'il avait toujours fait. Il jouait la carte de la famille, s'attendant à ce que je cède sous la pression de la culpabilité. Il s'attendait à ce que je me retire dans l'ombre, que je m'excuse d'occuper de l'espace et que je lui donne tout ce qu'il voulait sur un plateau d'argent. Il pensait toujours qu'il était l'enfant doré et que j'étais le bouc émissaire obéissant. Mais je n'étais plus le même enfant brisé du steakhouse. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement ouvert le gros dossier juridique noir posé sur la table devant moi. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur le bois lisse jusqu'à ce qu'elle repose juste devant Dorian. C'était une copie imprimée de l'audit financier interne de leur entreprise. Des informations que j'avais obtenues légalement pendant le processus d'acquisition de la propriété. Parlons de famille, Dorian, ai-je dit, ma voix entièrement plate et dépourvue de toute émotion. Parlons de votre brillante direction exécutive. Votre entreprise génère un chiffre d'affaires brut annuel décent. Cela semble impressionnant pour un profane. Cependant, selon ces documents, vous avez actuellement 3 200 000 $ de dettes d'entreprise vieillissantes à taux d'intérêt élevé. Vous perdez de l'argent chaque trimestre. Dorian s'est figé, ses yeux parcourant les chiffres sur la page, réalisant que j'avais un accès complet à leurs secrets les plus profonds et les plus sombres. Mon père a fermé les yeux, posant lourdement sa tête sur sa main, l'air incroyablement vieux et vaincu. J'ai continué à parler, enfonçant la lame plus profondément à chaque fait indéniable. De plus, cette participation de 40% que Thaddée vous a donnée lors de votre dîner de remise des diplômes, celle dont vous étiez si incroyablement fier, celle pour laquelle Bérénice a crié, c'est du papier sans valeur. Les passifs de l'entreprise dépassent largement ses actifs. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre père a secrètement contracté une deuxième hypothèque de 2 millions de $ sur la résidence familiale juste pour payer votre maîtrise et financer votre salaire de dirigeant gonflé. Dorian a regardé mon père, un regard de pure trahison et de choc envahissant son visage. Papa, c'est vrai, a demandé Dorian, sa voix tremblante alors que la réalité de son faux succès volait en éclats. As-tu hypothéqué la maison de maman pour mes parts? Mon père ne lui a pas répondu. Il a juste regardé la table en acajou, complètement brisée, incapable de défendre ses terribles choix financiers. Tu n'es pas un PDG, Dorian, ai-je dit, me penchant légèrement en avant, posant mes avant-bras sur la table. Tu es le capitaine d'un sous-marin avec une porte moustiquaire.
Tu as acheté une voiture de sport de luxe en leasing pour te pavaner sur Internet pendant que ton entreprise se vidait de son sang par 1000 petites coupures. Et Thaddée, j'ai tourné mon regard froid vers mon père. Tu as volé mes 60 000 $ de fonds universitaires pour financer sa première start-up ratée. Et quand j'ai enfin obtenu mon diplôme, tu as commandé un menu de dessert et tu as changé de sujet. Le silence dans la salle de réunion était lourd et suffocant. On pouvait entendre le léger bourdonnement de la climatisation et le bruit de la respiration rapide et paniquée de Dorian. « Eh bien » ai-je dit doucement, fermant le dossier noir avec un claquement décisif. « À ce dîner-là, vous avez commandé le dessert. Mais aujourd'hui, je sers le plat principal. » Mon père a finalement retrouvé sa voix. C'était un son faible, pathétique, tremblant. Dépouillé de toute l'autorité arrogante et tonitruante qu'il m'avait imposée pendant mes 29 années d'existence. Calix, a chuchoté mon père, de véritables larmes coulant enfin de ses yeux fatigués et injectés de sang. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Je sais que je t'ai trahi d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Mais s'il te plaît, je te le demande en tant que ton père. Ne nous détruis pas. Ne prends pas la maison de ta mère. Elle ne mérite pas de se retrouver à la rue à cause de mes erreurs. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai regardé l'homme qui m'avait fait me sentir invisible et sans valeur pendant toute mon existence. Une partie de moi voulait semer le sel sur la terre derrière eux. Mais je suis un homme d'affaires rationnel et émotionnellement discipliné. Les mettre en faillite signifiait rester sur un entrepôt vide. C'était simplement une mauvaise affaire. J'ai sorti un deuxième document juridique, plus épais, de mes dossiers et je les fais glisser sur la table. Je ne vais pas vous mettre en faillite aujourd'hui, Thaddée, ai-je dit calmement. Mais je vais vous traiter exactement comme vous m'avez toujours traité, comme un étranger, comme un passif. Je n'augmente pas votre loyer de 50%. Je l'augmente de exactement 25%. Cela ramène votre paiement au plafond régional du marché. Il n'y a pas de réduction familiale. Il n'y a pas de période de grâce. Votre loyer est dû en totalité le premier jour de chaque mois. Si le virement bancaire a ne serait-ce qu'un jour de retard, le contrat prévoit une procédure d'expulsion immédiate. Dorian a ouvert la bouche pour argumenter, son visage devenant rouge vif, probablement pour se plaindre qu'une augmentation de 25% était encore trop élevée pour leur budget incroyablement fragile. Il pensait toujours qu'il avait le droit de négocier avec moi comme un égal. J'ai levé un seul index, le faisant taire instantanément. Tu n'as pas le droit de parler, Dorian, ai-je dit, ma voix devenant de la glace pure, le clouant à sa chaise. Tu es un chef de file inutile qui a conduit cette entreprise au bord de l'effondrement total avec ton incompétence. Tu signeras ce document en tant que garant. Tu retourneras à ton bureau et tu trouveras comment générer suffisamment de ventes réelles pour payer mon loyer ou tu te retrouveras au chômage à Noël avec une maison saisie. Nous comprenons-nous? Dorian a dégluti difficilement, son visage rougi d'une humiliation profonde et agonisante. Il a regardé Gatien, qui lui a simplement rendu un haussement de sourcils amusé. Dorian m'a regardé à nouveau et a hoché la tête une fois, complètement vaincu. Mon père a fouillé dans sa poche de poitrine d'une main tremblante, a sorti son stylo en argent coûteux et a signé son nom sur la ligne pointillée. Il n'a pas lu les termes. Il a simplement signé sa capitulation inconditionnelle. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait changé de façon permanente. Je n'étais plus l'enfant désespéré mendiant une miette de leur approbation. J'étais le propriétaire. J'étais le créancier suprême. J'étais l'homme qui détenait les clés de leur survie. Les conséquences immédiates de cette réunion de conseil d'administration furent brutales pour l'enfant doré. La réalité le frappa comme un train de marchandises en fuite. Exactement une semaine plus tard, la façade soigneusement construite de la vie de Dorian s'effondra de l'intérieur. Bérénice, sa fiancée trop exigeante et matérialiste, découvrit enfin la vérité. Elle apprit que l'entreprise était noyée sous 3 200 000 $ de dettes. Elle apprit que la magnifique maison de banlieue qu'elle pensait hériter était hypothéquée à bloc. Mais le plus dévastateur de tout, elle découvrit que son puissant et riche fiancé travaillait essentiellement comme un domestique endetté pour payer le loyer aux frères qu'ils avaient passé des années à se moquer et à ignorer. Bérénice ne supportait pas bien la pauvreté. L'illusion du pouvoir était la seule raison de sa présence. Elle fit une crise de hurlements en plein milieu de leur appartement. Elle fit ses valises de designer,
prit la montre de luxe incroyablement chère que Dorian lui avait achetée avec les fonds de l'entreprise, et sortit par la porte. Elle annula le mariage somptueux qu'ils avaient prévu. Elle bloqua son numéro et commença immédiatement à effacer toutes les traces de lui de ses profils de réseaux sociaux. L'empire de Dorian s'est effondré. Il a perdu sa fausse richesse. Il a perdu sa fiancée superficielle. Et il a perdu sa fierté imméritée. Le tout en l'espace de 7 jours. Pour la première fois de ses 33 ans, il a été contraint de se lever à 6 heures du matin, de se rendre à un entrepôt et de travailler un quart de travail épuisant juste pour s'assurer qu'il pouvait effectuer le paiement de loyer exorbitant à ma holding. Il a dû licencier son assistant. Il a dû rendre la Porsche en leasing. Il était pris au piège dans une prison qu'il avait lui-même créée, et je détenais la seule clé. Chaque fois que je voyais le virement bancaire du loyer arriver sur mon compte d'entreprise le 1er du mois, je ressentais un sentiment profond de justice. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une restitution pour le fonds universitaire qu'ils avaient volé. C'était le paiement des années de négligence émotionnelle. C'était une compensation pour l'événement caritatif ruiné et le diplôme taché de vin. C'était la manifestation physique de ma victoire ultime sur une famille qui avait essayé de m'enterrer. Il s'est écoulé exactement un mois depuis cette intense réunion dans la salle de conférence vitrée hier après-midi. Mon téléphone portable a sonné alors que j'étais assis dans le salon de mon nouvel appartement de luxe surplombant la ville. J'ai regardé l'identification de l'appelant. C'était mon père. J'ai laissé sonner 4 fois avant d'appuyer finalement sur le bouton vert de réponse. « Bonjour, Thaddée », ai-je dit. J'ai arrêté de l'appeler papa au moment où il a signé ce contrat de bail commercial. Il a perdu ce titre définitivement le jour où il a volé mon avenir pour financer les échecs de Dorian. Calix, a-t-il dit, sa voix hésitante, incroyablement fatiguée et sonnant beaucoup plus vieille que son âge réel. Je voulais juste appeler pour savoir comment tu allais. Je vais exceptionnellement bien, Thaddée, merci de demander, ai-je répondu, gardant mon ton parfaitement poli mais absolument distant. Il y a eu une longue pause gênante sur la ligne. Je pouvais l'entendre respirer lourdement, luttant pour trouver les bons mots. Puis il a posé la question qu'il avait été terrifié de poser depuis la réunion du conseil d'administration. Calix, pourquoi es-tu si incroyablement froid avec nous maintenant? Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais nous sommes toujours ta famille. Ne pouvons-nous pas essayer de guérir de cela? Ne pouvons-nous pas aller en thérapie ou avoir une relation normale à nouveau? J'ai pris une profonde inspiration, regardant à travers mon magnifique salon Solène, qui était assise sur le canapé confortable en train de lire un livre. Le soleil de l'après-midi attrapait ses cheveux sombres. Elle a levé les yeux, a rencontré les miens et m'a souri avec une chaleur et un soutien pur. Elle était ma vraie famille. Je ne suis pas froid, Thaddée, ai-je dit, ma voix calme et exempte de tout ressentiment persistant. J'investis enfin mon temps, mon amour et mon énergie dans des endroits qui génèrent réellement un retour positif. Pendant 29 ans, j'ai déversé toute ma patience et mon travail acharné dans un puits vide. J'ai fini de faire cela. J'investis en moi. J'investis en Solène. J'investis dans une vie où je suis respecté. Nous sommes des partenaires commerciaux maintenant. Contentons-nous de cela. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas crié. Il a juste poussé un soupir lourd et vaincu, a dit doucement au revoir et a raccroché le téléphone. Plus tard ce soir-là, tante Rosaline m'a appelé. Elle avait entendu toute l'histoire par le bouche-à-oreille familial. Elle m'a dit qu'elle était incroyablement fière de mon sens aigu des affaires et de la façon dont je m'étais construit à partir de rien. Mais elle m'a également averti que traiter mes propres parents comme des partenaires commerciaux stricts et sans émotion pourrait être quelque chose que je regretterais quand ils seraient vieux et partis. Elle a dit que le sang est plus épais que l'eau et que peut-être j'aurais dû leur offrir un loyer légèrement moins cher juste pour maintenir la paix familiale et faire preuve de miséricorde. Je ne suis absolument pas d'accord avec elle. Une paix qui exige que je sois une victime constante n'est pas la paix du tout. C'est juste une soumission silencieuse et misérable. Je refuse d'être esclave du concept de loyauté toxique. Ma vie est maintenant incroyablement paisible et épanouissante. J'ai assuré mon indépendance financière. Je n'ai plus à me rabaisser dans les salles de réunion. Je ne m'excuse pas d'occuper de l'espace dans le monde. J'ai pris les morceaux brisés de mon passé et je les ai forgés en une couronne de ma propre création. Mais cela m'amène à ma dernière question pour vous tous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Beaucoup de personnes de ma famille élargie,
comme tante Rosaline, pensent que j'aurais dû leur offrir un loyer moins cher. Ils croient que, parce que nous partageons le même nom de famille et la même lignée sanguine, je leur devais une miséricorde financière malgré la façon horrible dont ils m'ont traité toute ma vie. Ils pensent que les liens familiaux devraient l'emporter sur la logique commerciale et les limites personnelles.